Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapantes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Smith, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnesssmith.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe. Ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnesssmith.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ce soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Donc on va parler de pourquoi le riz ne peut pas faire monter la glycémie pareil chez tout le monde. On va parler aussi de la perte de graisse, on va parler d'alcool et d'autres sujets. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que j'ai sorti un contenu qui s'appelle Se débarrasser des kilos émotionnels. Je pense que c'est quelque chose qui est assez largement compris aujourd'hui. Pas comment s'en débarrasser malheureusement, mais plutôt que la prise de poids, la prise de kilos. Il y a plein de personnes, par exemple, qui ont noté qu'à diète égale, ils n'ont pas l'impression de manger plus. Mais depuis qu'ils traversent une période un peu compliquée pour des raisons X ou Y, une séparation, l'arrivée d'un enfant, où ils doivent soutenir un proche malade ou peu importe, ou même tout simplement un état des fois qui ne s'explique pas, il n'y a pas de raison en fait, des gens qui sont anxieuses ou angoissés ou autres, ils notent que les kilos viennent plus facilement. Et donc ce sont ces kilos-là, les kilos émotionnels, qui pourrissent la vie souvent et qui font qu'on peut se sentir un peu nul, quoi. On se dit: «Mais attends, si je commence à dire que j'y arrive pas, les gens ils vont me dire: "Ouais, bah, c'est simple, t'as juste à réduire tes calories, à faire plus de sport"». Sauf qu'en fait, peut-être que toi ou c'est la personne que tu connais qui souffre de ça, elle est déjà au taquet, en fait, sur sa diète et au taquet sur son sport. Alors évidemment, si on envoie une personne qui souffre de kilos émotionnels à koh Lanta, elle va perdre du poids. Sauf qu'on n'a pas la liberté d'aller à koh Lanta, on a un boulot, on a une vie et que, c'est pas toujours facile de se mettre dans en fait, les arguments comme ça marche bien parce que on se force finalement et on se force, on est contraint et forcé de ne pas manger et tout. Mais une des meilleures images que je pourrais te donner par rapport au kilo émotionnel, souvent les gens pètent un plomb. Alors ils arrivent à démarrer un régime sans problème, mais ils pètent un plomb au bout de quelque temps et là, en fait, au niveau émotionnel, ça devient trop fort et trop difficile de tenir. Donc au début, ils arrivent à se mettre au régime, Donc ils se mettent au régime, ils serrent bien la vis et tout, ça marche, mais en fait, ils cumulent un petit peu comme si, tu sais, le bras tendu avec un haltère, de 1 kilogramme à bout de bras tendu, au début tu tiens, tu vois? Et puis, au bout d'1 minute, ça commence déjà à chauffer. 2 minutes, déjà tu commences à être balèze et au-delà, tu commences à être vraiment quelqu'un de costaud, quoi. Mais tôt ou tard, tu vas lâcher, quoi. C'est un peu ça avec les régimes trop forts, sauf qu'au lieu que ce soit une brûlure musculaire, c'est en fait comment dire? L'envie de manger, ce dont on est privé. Donc ça, tout le monde le vit au régime. C'est pas, genre il y en a qui le vivent et d'autres non. Tout le monde le vit. Sauf que si au niveau émotionnel, il y a des parasites, il y a des choses qui dérangent ou même peu importe, il peut y avoir on a tous un chemin de vie différent, on a tous des moments de vie, plus compliqués à des moments X ou Y. Et là, à ce moment-là, tout peut s'effondrer et la problématique, c'est que l'ampleur de l'effondrement est d'autant plus important que les émotions peuvent être fortes.
Alors ça, c'est dans des cas où on arrive bien à délimiter parce que les émotions sont fortes. Bon, ben voilà, j'ai perdu mon boulot ou j'ai, je sais pas, peu importe, j'ai accompagné, un proche en fin de vie, des choses très, très délicates, très difficiles. On peut bien cartographier, on peut bien délimiter le problème. OK, mais il y a des gens pour qui, bah, c'est plus subtil, quoi. Ce sont des émotions de fond, en fait et c'est ça, finalement, qui bloque. En fait, ces gens-là qui ont des kilos émotionnels, peut-être que tu en fais partie, j'en sais rien, souvent ils se disent: «Mais j'ai l'impression que tout va bien, pourquoi je me traîne ça, quoi?» Et en fait, on voit que c'est pas forcément, faut pas chercher du côté des émotions fortes, genre, j'ai eu des problèmes dans mon enfance ou, dans ma vie ça va pas pour telle ou telle raison. Ce sont des choses bien plus subtiles et souvent, heu, presque imperceptibles, quoi. Parce que quand on observe les autres, on a l'impression qu'ils font pareil que nous et que nous, on n'a pas de chance. Sauf qu'en fait, on n'est pas dans le quotidien des autres. C'est-à-dire que, je sais pas moi, quand j'étais gosse, enfin ado, quand j'ai démarré la muscu, je me disais: «Mais c'est pas normal, heu, tous mes potes quand eux ils font du sport, ils perdent du gras, donc ils deviennent plus secs et moi je reste gras. Pourquoi?» Ben moi, le contexte émotionnel dans lequel, j'étais quand j'étais ado n'était pas du tout le même. J'étais pas du tout apaisé, j'étais quelqu'un qui devait je prévoyais toujours, 30 coups d'avance, donc j'étais en tout le temps dans une phase un peu anxieuse, un peu, sur le fil du rasoir, donc forcément, un état émotionnel, ça change la physiologie, hein, ça ceux qui séparent, corps-esprit, ils ont tort. La façon dont vous pensez, la façon dont vous Hem, réagissez par rapport aux événements ou même vous prévoyez les choses ou vous ruminez les choses, ça induit dans votre corps une certaine physiologie. Donc on en parlera en détail, mais cette physiologie impacte aussi la libération des kilos ou l'accumulation de ces kilos. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire ce contenu parce que quand on commence à faire, le bilan au bout de un certain temps, on fait du sport, on enchaînement, on essaie de bien dormir, bon et qu'on voit bien qu'il y a comme un phénomène de verrou sur ces derniers kilos ou même, le poids qui monte un peu, on se dit: «Là, il y a quelque chose, quoi». Alors j'invite tout le monde à aller faire un bilan de santé, effectivement, puisqu'il peut y avoir des causes hormonales, mais de toute façon, l'alimentation émotionnelle, les kilos émotionnels, il y a une cause hormonale puisque, la physiologie change et c'est en partie les hormones qui vont changer. Donc c'est une cause hormonale non pas induite par une mauvaise génétique, mais par en fait une façon de vivre, tout simplement. Et c'est pour ça, et d'ailleurs, je fais souvent le parallèle quand les gens parlent d'hormones dans la prise de poids, ils disent: «Mais moi j'ai un problème hormonal». Mais c'est pas que génétiquement la personne a un problème hormonal, c'est que son mode de vie l'a conduit à avoir des hormones dysrégulées. Donc en changeant le mode de vie, on régule les hormones et plus de problème hormonal. Il y a effectivement des gens, par exemple, qui souffrent d'hypothyroïdie ou d'hyperthyroïdie, notamment congénitale, puisque ce sont les choses les plus fréquentes, on va dire, pour la prise ou la perte de poids. Mais une personne qui n'a pas de souci avec sa thyroïde et un jour dit: «Ah bah tiens, je suis en hypothyroïdie». Est-ce que c'est dû à la génétique ou est-ce que c'est dû au mode de vie? Une personne qui fait de la résistance à l'insuline, pas du jour au lendemain, mais arrivé à 30, 40, 50 ans, c'est pas forcément dû à la génétique, c'est aussi dû au mode de vie. Donc il faut faire très attention à ne pas se condamner trop tôt. C'est-à-dire que moi, je suis pro médecine, je pense qu'en France, on a des bons professionnels de santé. On en a pas assez, je suis d'accord et c'est un peu le chaos quand il faut prendre rendez-vous et tout. Je partage le truc. Mais on a quand même des bons professionnels de santé et donc de ce côté-là, on est plutôt, tranquille. Mais après, il y a quelque chose sur le comment dire? Sur le mode de vie, il faut pas s'avouer vaincu. C'est-à-dire, quand on vous dit: «OK, c'est ces hormones qui sont un peu dérégulées», c'est pas une condamnation, en fait. C'est plutôt un indicateur sur OK, bon, avec le professionnel de santé, qu'est-ce que je peux faire? Bon, il va nous donner des pistes de réflexion, des traitements, des j'en sais rien. Mais après, qu'est-ce qu'on peut faire dans le mode de vie? Pour justement enfin, une raison enfin, un moyen simple, par exemple, la glycémie, donc l'insuline. On va parler de l'insuline très rapidement là, puisqu'on va en parler après avec le riz. L'insuline,
qui est une hormone, on peut la comment dire? On peut la modifier en fonction de ce qu'on mange. Vous êtes bien d'accord? Donc on peut avoir un effet par son mode de vie sur ses hormones. Donc qu'est-ce qui peut dire que le problème hormonal qu'on a quand on n'arrive pas à perdre son poids est induit par la génétique ou par son mode de vie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent «Ouais, ben moi je fais normalement». Mais est-ce que normalement, brioche, pâte à tartiner, pain blanc, pâte blanche, graisse saturée à outrance, trop peu de protéines, pas assez de fibres, peut-être que c'est sa normalité pour cet individu. Mais est-ce que c'est la normalité pour le bon fonctionnement des hormones d'un être humain? Je crois pas. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut voir, à mon sens, hein, c'est comme ça que moi je perçois les choses. D'abord, on travaille sur un terrain sain et quand le terrain est bien assaini, heu, donc on diète saine, sport, bon sommeil, bah, à partir de là, on se dit: «OK, ça verrouille encore? Quel domaine j'ai pas regardé?» Peut-être que je vais regarder du côté des émotions, parce qu'on sait que les émotions sécrètent des hormones, qui peuvent participer à la prise ou à la perte de poids. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que souvent on parle de prise de poids, mais on parle assez peu de la perte de poids suscitée par certaines hormones, par justement notre état d'esprit et tout. Donc si ça vous intéresse, allez voir, ça s'appelle «Se débarrasser des kilos émotionnels». Je vous ai mis le lien dans les notes de cet épisode. Voilà. Alors, le premier sujet, c'est le riz n'a pas le même effet sur la glycémie pour tout le monde. Donc, c'est des chercheurs de l'Institut Weizmann qui ont observé 55 volontaires pendant plusieurs semaines pour mesurer leur taux de sucre après avoir mangé différents aliments riches en glucides, dont le riz. Et résultat, les variations sont spectaculaires. Certains voient leur glycémie grimper en flèche, d'autres presque pas. La cause, c'est que le métabolisme, est propre à chacun, en fait. Et que, par exemple, le microbiote intestinal, la qualité du sommeil, l'activité physique et la sensibilité à l'insuline, ça nous est propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez faire autant de sport que votre voisin, vous pouvez dormir pareil que votre voisin, heu, vous pouvez manger la même chose que votre voisin, mais si vous n'avez pas le même microbiote, vous aurez peut-être pas la même réponse à l'insuline. Et pareil, vous pouvez prendre, pour tous les cas de figure la même chose. Vous pouvez avoir le même microbiote, ce qui n'est pas le cas, mais vous pourriez avoir le même microbiote, la même qualité de sommeil, la même activité physique, mais pas la même sensibilité à l'insuline. Ça va pas réagir de la même façon. Donc malheureusement ou heureusement ou j'en sais rien, on est tous, singuliers. Alors, je mets toujours une petite astérisque à ce que je viens de dire parce que on est tous différents, ça peut mener aussi à l'inaction. Donc dans les grandes lignes, on est tous pareils, mais on a tous des subtilités. Mais on est tous pareils, c'est-à-dire que si on se gave de sucre et de gras, on grossit, si on n'en mange pas, on mincit, si on veut prendre du muscle, il faut manger des protéines et pas des sucres et des graisses. Bon voilà, dans les grandes lignes, la physiologie humaine fonctionne de la même façon. Après, on a des subtilités et les subtilités, c'est quelle est la réponse à l'insuline quand toi tu manges, je sais pas 100 grammes de riz basmati et quand c'est ton voisin, ou toi et ta femme, ou ta femme et ton ado, peu importe. Heu et ça, on ne peut pas le vérifier autrement que alors il y a des signes cliniques, hein. Si quand tu manges une assiette de riz blanc, même accompagnée de protéines, de graisses et de fibres, dans la demi-heure, dans l'heure, tu as envie d'aller faire une sieste profonde et que, tu es au radar, alors que quand tu ne les as pas, tu as de la patate douce à la place, tu as beaucoup plus d'énergie. Tu as quand même une bonne indication sur l'impact, du riz blanc sur ta glycémie. Parce que ça veut dire que tu es monté haut pour, après, t'écraser au sous-sol, quoi. Mais par contre, si tu veux être plus pointu que ça, il existe aujourd'hui des capteurs, que tu mets au niveau du bras, là, tu sais, pour la glycémie. Je crois que le capteur, il a une durée de vie de 14 jours. Tu as une application, à suivre sur ton téléphone en parallèle. Ça coûte 40 balles en pharmacie. Je crois que c'est quoi? Freestyle, la marque, un truc comme ça. C'était Réginald Dalouche, le Toubib qui en parlait le plus, là, il y a quelques mois. Bon, bah, là, tu as un retour immédiat en fonction de ce que tu bouffes, des lentilles, du riz, de la patate douce, de la pomme de terre et tu peux voir exactement comment réagit ton corps par rapport à tout ça.
Et vous savez, c'est pour ça aussi on disait: «Oui, mais regarde dans les pays asiatiques, ils mangent, des tonnes de riz et ils sont pas en surpoids, ils sont pas obèses». Bah, déjà, ils ont aussi du surpoids. Ils en ont peut-être moins qu'aux États-Unis ou en Europe, mais ils ont aussi du surpoids. Rappelle-toi que pour, les sumos, c'est du riz, hein, beaucoup de riz et que les doses, c'est pas ils en mangent peut-être souvent, mais pas des doses très importantes. Et en plus de ça, qu'en est-il de leur microbiote à eux? Vous savez que notre microbiote, les bactéries qui nous composent sont aussi également en partie, dictées par notre environnement. Donc notre lieu de vie et c'est pour ça, c'est toujours pareil, c'est aussi con que dire que les Inuits, ils bouffent plein de viande et ils survivent alors, toi qui vis, dans le sud de la France, tu peux faire la même chose. Non, pas même climat, pas même stress extérieur, ça nous donne une indication. Ça nous dit que des humains arrivent à le faire. Mais ça ne veut pas dire que nous, on peut le faire alors qu'on n'habite pas au même endroit. C'est la même chose pour ça et les meilleurs outils pour répondre à ça, alors si on n'a pas envie de se mettre un capteur avec je crois que c'est un espèce de filament, transdermique ou un truc comme ça là, c'est pas une aiguille, hein, c'est un petit truc tout fin, pour suivre la glycémie. Sinon on s'observe, on observe les signes cliniques, enfin les signes cliniques, je sais pas si on appelle ça des signes cliniques d'ailleurs, mais on regarde comment on réagit suite à l'ingestion de tel ou tel aliment. Moi, je sais par exemple, typiquement, si je mange une assiette de pâtes, si je suis invité le week-end et qu'il y a, je sais pas, des lasagnes ou des spaghettis, bolo, des choses comme ça, je sais pertinemment que dans l'après-midi qui va suivre ce repas, si je mange le midi, ce genre de choses, je vais pas être bon à faire grand-chose à part me promener, marcher quoi et un peu au ralenti. Je pourrais pas faire une séance, avec mes kettlebells, mes haltères ou aller courir, très intensément. Je pourrais faire que du cardio basse intensité ou autre. Pourquoi? Parce que ça me ralentit. Moi, je suis assez sensible au gluten, plus, ma glycémie, je pense que moi, il faut pas trop que je taquine mon organisme, mon pancréas et tout ça. Bah, voilà, j'ai peut-être un facteur, une sensibilité, comment dire? Différente, que certains, mais je réagis quand même, aux glucides comme n'importe qui. Sauf que moi, je vois bien que déjà par mon passif, je voyais bien que moi à manger des féculents, j'avais un pneu rapidement autour de la taille et d'ailleurs c'est en les réduisant que j'ai réussi à m'en débarrasser. Et pas en comptant mes calories, même si indirectement il faut bien baisser ses calories pour perdre du poids, mais c'est pas comme ça que j'ai perdu du poids, c'est-à-dire en comptant, mais plutôt en me rendant compte qu'il y avait un macro, moi, qui me dérangeait plus que les autres. Et donc il a fallu que je le modère plus que simplement, le mettre en petite dose, de temps en temps ou je sais pas trop comment en font les autres d'ailleurs. Bon, moi je trouve ça intéressant dans le sens où ça met de la nuance en fait dans le discours. C'est-à-dire que effectivement, on va toujours créer des moyennes, hein. Le riz basmati est mieux que le riz blanc basmati est mieux que le riz blanc tout court. Le semi-complet est mieux, le complet encore mieux. Mais bon, après il y a les problèmes d'arsenic et tout ça. Bon, micronutriments et tout, mais bon, vous avez compris. Donc les auteurs signalent des liens financiers avec plusieurs entreprises du secteur de la santé, et c'est un élément à garder en tête, hein. C'est une revue, enfin c'est une étude publiée dans Nature, hein. Donc la revue Nature pour le dire en français. Donc quand les hommes boivent, les femmes et les enfants trinquent. Alors c'est une vaste revue mondiale menée par l'université La Trobe, révèle l'impact méconnu de la consommation d'alcool des hommes sur leur entourage. En compilant 78 études internationales, les chercheurs montrent qu'une femme sur 3 vit avec un partenaire buveur excessif. Résultat, plus de violences domestiques, de négligence envers les enfants, de difficultés économiques et de troubles émotionnels au sein des familles. C'est la première synthèse mondiale à chiffrer l'ampleur des dommages sociaux causés aux femmes et aux enfants par l'alcool chez les hommes. Ces effets sont particulièrement graves dans les pays à faible revenu ou marqués par une forte inégalité de genre. Les auteurs appellent à des politiques publiques plus fermes, taxation accrue, bon bref, encadrement de la publicité, mais aussi lutte contre les normes de genre toxiques et soutien aux familles. Alors, j'ai jamais compris ces histoires de taxation accrue. Parce qu'en fait, j'ai un j'ai une philosophie, moi, qui est assez particulière. Je me rends compte qu'on est assez peu à la partager, mais il y en a qui disent c'est comme la taxation sur le sucre. Oui, alors, pour réduire, les problèmes de santé publique, par rapport au sucre, on va taxer, mais en fait, à part enrichir
Ceux qui récoltent la taxe, qu'est-ce que ça fait? C'est comme le tabac. Le tabac, quand vous êtes fumeur, un vrai fumeur, je parle, hein, pas un fumeur, de soirée, mais le vrai fumeur, le paquet de clopes, il monte, le prix du paquet de clopes, il monte. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez pas de fumer, vous râlez parce que ça vous mais vous arrêtez pas de fumer. Quand vous êtes un vrai accro au tabac, vous arrêtez pas de fumer. Donc il y a juste quelqu'un qui récupère cette augmentation de prix. Alors oui, ils vont dire: «Oui, il y a des ça a fait arrêter machin», je sais pas si c'est ça qui si peu l'augmentation du prix qui fait arrêter, mais en tout cas, ça n'arrête pas quelqu'un qui a envie, de continuer de fumer, enfin qui a pas envie d'arrêter de fumer plutôt, il va continuer à fumer. L'alcool, c'est un peu la même chose, donc les taxations, je pense qu'on s bon, après, en France, en tout cas en France, hein, aux États-Unis, je sais pas. Je pense que c'est différent parce que là, ces dernières années, on voit énormément de personnes qui arrêtent l'alcool. Alors moi, j'ai été surpris, mais vraiment surpris de voir le nombre d'influenceurs fitness mettre sur le devant du truc, depuis que j'ai arrêté l'alcool. Mais putain, mais tu picolais? Enfin, je me rends pas compte à quel point l'alcool est démocratisé. Alors là-bas, pour eux, c'est négatif. Donc ils en parlent pas et ils en parlent quand ils arrêtent. En France, on n'a pas du tout le même regard sur l'alcool. C'est-à-dire il y a une dimension festive. Moi, je vis dans le sud de la France, classe moyenne. Je peux vous garantir que l'alcool, adolescent, faire la fête sans alcool, ça n'avait pas trop de sens. Le jour où j'ai eu le permis de conduire, alors je suis pas un bon élève, hein, je vais pas dire ça pour, mais bon, le jour où j'ai eu le permis de conduire, moi, vous savez, je suis passionné de bagnole. Et j'étais aussi très pressé de quitter, la maison, familiale pour m'installer, pour prendre mon appartement. Donc dès que j'ai eu l'âge, j'ai eu le permis et je suis parti. Et en fait, pour moi, perdre mon permis, ça aurait été, pire que de perdre la femme de ma vie, quoi. À l'époque, c'était vraiment quelque chose, on m'arrachait ma liberté et tout. Donc alcool, terminé. J'ai plus jamais, touché une goutte d'alcool. Mais rappelez-vous, 2004, si vous connaissez mon âge, vous savez que j'ai commencé la muscu en 2004. Donc, qu'est-ce qui s'est passé aussi? C'est que je me suis mis au sport et que, pour moi, c'était pas vraiment compatible. Donc je fais pas la morale, hein, moi je m'en fiche. Il m'arrive aujourd'hui de boire un quart de fond de vin rouge, parce que j'aime le goût et je ne le fais que quand je suis chez moi, jamais à l'extérieur. Donc par exemple au restaurant, je prends jamais de vin, quand je suis invité, je prends jamais de vin. Ça m'empêche pas de passer de très, très bonnes soirées. D'ailleurs, je me marre beaucoup plus en voyant ceux qui picolent qu'avant quand moi-même je picolais, parce que c'est plus drôle de voir des gens, basculer progressivement dans la gaieté, mais pas trop parce qu'au bout d'un moment c'est chiant quand même, que ça. Mais et puis d'ailleurs par rapport à l'alcool, moi il y a des bonnes questions qu'il faut se poser et je pense qu'elles sont mal posées, mais souvent les buveurs disent à ceux qui boivent pas, et je pense que vous êtes nombreux dans ce cas-là à avoir déjà entendu ça, «Ah beh, ta vie doit être triste, tu t'amuses pas en fait». Mais la vraie affirmation, c'est pas ça. C'est leur vie doit être très triste de devoir picoler pour s'amuser. Moi, je connaissais des couples, enfin, je les connais toujours les pauvres, heu, qui passent les meilleures soirées de couple, tous les 2, donc où ils se lâchent, où ils se retrouvent et tout, que quand ils ont de l'alcool. Et je dis pas que c'est pas bien, hein, de une bonne bouteille de rosé, une bouteille de rouge partagée avec sa chérie ou son mari, c'est fabuleux. Ça met dans un petit état, c'est magique. Je dis pas. Mais que ça pour réussir à profiter, moi j'ai peur en fait, enfin j'ai peur, je m'en fous, mais pour avoir étudié beaucoup la psychologie, le comportement humain et tout, quand on commence à avoir besoin de quelque chose pour profiter de la vie, il me semble qu'on a basculé plus dans le truc où on gère plus en fait. Hem, c'est il y a des gens pour qui une soirée avec des potes sans alcool, ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable. Donc qu'est-ce que ça traduit? En fait, on a perdu notre liberté par rapport à ça. Et ça sert à rien de culpabiliser, toutes ces personnes qui picolent, même si vous buvez, moi je suis pas là pour culpabiliser, ça sert à rien. Juste, moi je peux vous dire qu'il y a des choses qui ont marché sur moi, quand j'étais ado et tout, c'est de me rendre compte à quel moment
je perds ma liberté, en fait. Est-ce que par exemple, je vais prendre l'exemple du chocolat noir. Chocolat noir, j'adore ça. Est-ce que je peux passer une journée, 2 journées, 3 journées sans manger mon chocolat noir? Si la réponse est oui, c'est parfait. Si la réponse est non, oui. Là, il faut que je me pose des questions parce que je suis plus dans un vrai plaisir contrôlé, je suis dans une forme, je vais pas dire d'addiction, enfin, mais presque quoi. C'est un truc où ouais, c'est compliqué. C'est-à-dire que et donc là, il y a une dimension émotionnelle, qui est pas très saine en fait avec la substance. Et pour l'alcool, c'est pareil et c'est pour ça que je parle de la France parce qu'en France, on ne diabolise pas du tout, l'alcool. C'est-à-dire qu'il y a un côté festif, comme je vous disais, moi, dans le sud de la France, il y a ce qu'on appelle des fêtes votives et tout. Alors moi, je suis pas né ici, donc j'ai pas la culture de ça. Moi, je suis né en Sologne, donc rien à voir. J'ai la culture de la chasse et tout. Enfin, moi, j'étais entouré de chasseurs, de cueillettes de champignons, de pêche sur les étangs, de promenades dans les feuilles mortes en automne. Enfin, voilà, moi, j'ai été picousé à ça, donc j'ai pas la même culture. Mais ici, mais je vous garantis qu'en Sologne, ça picole aussi, hein. Le dimanche, les repas, ils traînent, hein. Et dans le sud, bah, c'est les fêtes votives et ça y va, hein. Et ça y va, jeune, hein. Donc, il y a une dimension en fait où c'est vu que c'est pas perçu négativement, que on se cache pas pour picoler ici en France, déjà ça freine vachement. Et moi j'ai rien contre les buveurs et les fumeurs, je m'en tape, quand je vais en terrasse et que ça clope à côté de moi, j'ai aucun problème avec ça. J'ai grandi où ça clopait dans les bagnoles, où ça clopait, même dans les galeries marchandes et ça clopait peut-être ah si, ça clopait encore dans les trains, je crois. Ça me dérange pas, moi, le passif, je m'en tape un peu. Sur les terrasses et tout, je pense qu'on peut les laisser tranquilles, mais bon, après c'est mon point de vue, hein, tout le monde ne le partage pas. Mais il y a une chose qu'on doit reconnaître, c'est que l'image du fumeur en France a changé, depuis les années 2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fumeur qui sort cloper là devant le resto et tout, on le perçoit, même lui, il se dit: «Merde quoi, ils ont tous arrêté, moi j'ai pas encore arrêté, faut que je m'y mette, fait chier quoi». Et en fait, il y a une image qui s'est créée autour du fumeur, c'est vraiment le truc, maintenant ça y est, tout le monde le sait, c'est vraiment mauvais, pourquoi tu continues quoi? Il y a pas ça avec l'alcool. Il y a pas ça avec l'alcool et bon là, il parle des hommes, les violences et tout, donc ça, bon, moi, c'est même pas enfin, il y a même pas de sujet, quoi. S'il y a violence, enfin, ça m'énerve, en fait. Moi, j'ai été touché de près par rapport à ça. Je l'ai vu de près, des gens violents et alcooliques. Heu, tu qu'une envie, c'est un peu la phrase de Didier, je crois Didier Bourdon, là, dans Les Trois Frères. Non, enfin, c'est à lui qu'on dit ça, d'ailleurs, dans le film. On dit: L'alcool n'excuse pas tout». Moi, c'est un peu ma doctrine, quoi. L'alcool n'excuse pas tout. Si quelqu'un le lendemain vient me voir et me dit: «Désolé, blackout, j'ai trop bu», mais je m'en branle en fait. Bois moins, parce que la prochaine fois, tu es prévenu. La prochaine fois, alcool ou pas, tu en prends une, quoi. Enfin, il y a un truc où moi j'ai du mal à excuser un comportement sous prétexte que c'était une soirée et qu'il y avait de l'alcool. C'est bon et ça, je sais que comment dire? C'est un peu la attendez, mon ordinateur s'est verrouillé, voilà. C'est un peu l'excuse qu'on sort à chaque fois. Donc il y a pas de on n'excuse pas c'est pas parce qu'on a bu qu'on est excusable d'être violent. Alors violent physiquement ou psychologiquement, verbalement, hein, pour moi c'est pas vraiment la même chose, parce que je préfère prendre une insulte que prendre un coup, mais ça peut avoir des dommages et imaginez un gosse, quoi. Imaginez un gosse qui voit son père défoncé, ou enfin, ça peut être très effrayant, quoi. Enfin, je sais pas, mais donc bon, voilà. Et il me semble que si on réduisait cette image positive autour de l'alcool, en fait, qu'on revalorisait le fait de pouvoir s'amuser, d'être content tout simplement, quoi. Moi, je sais pas, quand je vais rejoindre mes potes, je suis hyper content de les voir, je sais que je vais passer une excellente soirée, je vais avoir des fous rires et tout. Mais la seule substance, qui va psychoactive que je vais prendre, c'est mon café après le repas, quoi. Et pourtant, je vais avoir des fous rires, parfois à me tordre les abdos. Donc ça, c'est une idée reçue qu'on ne peut pas s'amuser sans consommation d'alcool. Et au lieu de stigmatiser ceux qui picolent, ils font bien ce qu'ils veulent, les pauvres,
et puis c'est peut-être pas facile d'arrêter, on ferait mieux de plutôt travailler à valoriser un peu plus le mode de vie sans alcool et la capacité de s'amuser sans picoler, quoi. Mais après, encore une fois, tout reste dans la mesure. Une tablette de chocolat par jour, c'est pas bon. Un carré, ça passe. Heu, un verre de rouge ou un ballon de rouge par repas, c'est pas l'idéal. Par contre, un verre de rouge le vendredi soir après une semaine, ça va, ça passe, quoi. Une bouteille de rosé avec sa chérie pour, fêter la Saint-Valentin, bon, la bouteille, c'est peut-être un peu excessif et le rosé, c'est peut-être pas le meilleur. Mais, vous avez une demi-bouteille à 2, ça va, ça passe, quoi. On va pas, voilà. Mais, j'en parle parce que, pourquoi dans un podcast fitness, j'en parle? Tout simplement parce que je me rends compte à quel point il y a énormément de gens qui picolent, mais qui pratiquent le sport. Heu et alors je dis pas que enfin, il y a quand même beaucoup de raisons d'arrêter de boire quand on fait du sport, hein. Notamment sur la sèche, la testo, enfin tout un tas de choses, quoi. La récup, la déshydratation, enfin il y a vraiment tout un tas de choses. Moi j'étais récemment à un événement, assez important où, il y avait beaucoup de monde et j'ai vu la quantité d'alcool qui a été consommée par des gens qui avaient pas un poids de corps très élevé. Je me dis: «Mais c'est pas possible en fait». Il y en a qui ont des capacités à enfin, on peut pas, bien finir avec une consommation comme ça d'alcool, quoi. Et puis, assez jeune, je vois déjà, avant 40 ans, des bides de batraciens, quoi. Assez ronds, tendus, alors que tout le reste du corps est plutôt mince et c'est assez, enfin moi ça je me demande si cette politique de l'amusement autour de l'alcool, du côté festif, faudrait peut-être un peu le revoir et peut-être plus remettre l'alcool comme une dégustation, un petit peu comme un cigare en fait, hein, de percevoir l'alcool comme un bon cigare. Alors je sais pas, moi je fume pas, mais j'ai l'impression que le cigare est perçu comme une espèce de gourmandise par ceux qui fument ou qui crapotent le cigare. Ben, l'alcool, il me semble que ça devrait avoir le même rôle, la même place plutôt. Comme un mets où on sait que si on abuse, ça peut partir en cacahuète, mais que si on reste dans les clous et qu'on en consomme vraiment de manière modérée, ça devrait aller, quoi. Bon, voilà, il faut pas oublier je sais pas si je dois le dire dans un podcast ou si c'est que à la télé qu'il faut en parler, mais n'oubliez pas, c'est avec modération et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et d'ailleurs, on dit pas ça pour le tabac, hein, avec modération. On dit ça que pour l'alcool. Ce qui est bizarre d'ailleurs, parce que je sais pas si l'alcool apporte enfin, je crois pas que l'alcool apporte quelque chose de réellement positif, hein. Vous trouverez toujours peut-être un truc, mais je crois que c'est plutôt une bonne excuse pour picoler qu'autre chose. Donc le radiateur caché du corps qui aide à brûler les graisses, vous savez ce que c'est? Ben, on va en parler ici. Il y a des chercheurs de l'université Washington à Saint-Louis qui ont découvert un second moteur secret dans notre graisse brune. Alors vous savez, la graisse brune, souvent localisée, on la localise majoritairement, vous savez, au niveau entre les omoplates, là, en haut du dos, celle qui brûle des calories au lieu de les stocker. En fait, c'est notre radiateur interne. Donc, ça a été publié aussi dans la revue Nature. Leur étude sur la souris révèle que sans le mécanisme habituel de production de chaleur, donc ils ont enlevé ça en fait, ils ont génétiquement modifié la bestiole pour plus avoir ça, la pauvre. Ces cellules continuent à brûler de l'énergie grâce à de minuscules organites appelés peroxysomes. Et ces peroxysomes, via une protéine clé nommée ACOX2, ACOX2, agissent comme un chauffage de secours pour booster le métabolisme. Les souris dépourvues de l'ACOX2 grossissaient plus et supportaient moins bien le froid, tandis que celles qui en avaient davantage brûlaient plus de graisse et restaient minces. Les chercheurs envisagent déjà des pistes alimentaires ou médicamenteuses pour activer ce mécanisme chez l'humain. Alors, les peroxysomes utilisent certains acides gras spécifiques comme carburant pour produire de la chaleur. Parmi eux, on trouve les acides gras à chaîne courte, C8 à C12, qu'on trouve dans l'huile de coco, l'huile de palmie, l'huile de palme que moi je consommerais pas d'ailleurs, et le lait maternel humain. Et les acides gras à très longue chaîne, présents dans les produits laitiers entiers, le beurre, le poisson gras et certains œufs fermiers. Ces graisses semblent favoriser l'activité d'ACOX2, la protéine chauffante identifiée dans l'étude. Donc on voit qu'au niveau alimentaire, alors
Aujourd'hui, c'est sur des souris, OK, mais globalement, on peut activer un peu son métabolisme. Visiblement, en tout cas, son thermostat, on pourrait par l'alimentation, si ça s'avère, qu'on on vérifie ça aussi chez l'homme, par des pistes alimentaires. Alors, je vous dis tout de suite, hein, les études, elles vont pas aller sur les pistes alimentaires, hein. Elles vont aller sur les pistes médicamenteuses parce que si vous arrivez à faire un médicament qui produit ça, vous brûlez des calories, vous perdez du poids. Et oui, faut toujours penser quand vous lisez des études, pensez marché plutôt que penser santé, hein. Il y a toujours enfin, un financement, il y a pas de financement, totalement, désintéressé. Sauf peut-être celui que vous allez faire si vous avez envie de soutenir la recherche de telle ou telle chose et que vous donnez de votre propre argent, vous attendez pas de retour, sauf celui de trouver, un traitement, une piste, quelque chose. Mais d'ailleurs, c'est vous qui financez. Ça me fait toujours rire les gens qui mais c'est bien, il faut financer la recherche, hein, je dis pas le contraire. Mais vous donnez de l'argent pour une structure pour qu'elle fasse de la recherche, elle trouve une molécule, un médicament et c'est un labo qui va s'enrichir derrière. Enfin bon, vous voyez le cercle, mais il faut continuer à soutenir la recherche, attention, hein. C'est pour moi, c'est important, heu, parce qu'on a tous des proches malades et on aimerait que la recherche sur leur pathologie aille plus vite, surtout quand c'est des pathologies longues et qu'on se dit: «Il y a encore un espoir», quoi. Parce que, vu que c'est des pathologies avec des déclins plutôt longs, on croise les doigts pour que la recherche avance, d'ici les années, qui arrivent. Mais bon, tout ça pour dire que c'est, ne soyez pas trop optimiste sur les études, sur la diététique, hein, il y en aura toujours parce que forcément, il y a aussi des groupes industriels derrière, les études. D'ailleurs, vous avez vu, on a un peu, fait des tacles au chocolat noir, ces derniers temps et puis et d'un coup, il y a eu une étude, c'est positif pour le système cardiovasculaire et pour je sais plus trop quoi et quand on regardait le financement, c'était le groupe Mars, heu et ça repart, quoi. Donc on voit bien qu'il y a toujours il y a quelque chose, quoi. Quand vous vendez un produit, c'est comme si moi, Heu, je vous disais, je sais pas moi, je vous j'ai un livre, voilà, mon livre Superfit, sur la diète et l'entraînement et ben, même si c'est un bouquin, même si c'est marginal, c'est pas une industrie énorme, c'est un conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plus de facilité et j'ai plus d'intérêt à vous dire de bien manger, de faire du sport, de bien dormir et cetera, parce que j'ai un produit qui me rapporte de l'argent en lien avec ça, donc un bouquin, que de vous dire, picoler, je sais pas quoi, parce que j'ai aucun lien, j'ai rien à gagner à vous dire de picoler. Après, quand on prend un peu de recul, bon, quelqu'un qui est assez éveillé, il se dit: «Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais conflits d'intérêts?» Bah, je sais pas, parce que c'est vrai que, on a dans la recherche, par exemple, si vous lisez un peu la littérature scientifique, par exemple, si vous lisez les études sur la diète cétogène, dans les conflits d'intérêts, on va vous mettre, qu'un des auteurs, participe au conseil, d'une société de produits, cétogènes. Donc, c'est quelque chose c'est un conflit d'intérêts. Mais est-ce que pour vous, vous le mettez sur le même rang que quelqu'un qui vous dit que finalement le sucre, ça peut aller, c'est pas vraiment il faut bouger plus et que le responsable, c'est un PDG d'une société de bonbons ou de je sais pas quoi, de yaourts sucrés ou autre? Bon bref, tout ça pour dire que comment dire? Ce genre de nouvelles études, ce genre de nouvelles découvertes, de nouveautés, hem on peut, si on est un petit peu acteur de son quotidien, enfin moi je trouve que c'est toujours intéressant et c'est d'ailleurs, à chaque fois que, il parle d'un gène ou d'une molécule ou d'une protéine et cetera qu'on pourrait activer, je regarde toujours, moi, quelles sont les façons de vivre, les façons de du mo les le mode de vie en fait, qui active, désactive, sécrète, sous-sécrète et cetera, cette fameuse protéine ou cette fameuse molécule. Parce que, on a très souvent des réponses déjà par rapport à ça et c'est pour ça que je vous disais que moi ces 20 dernières années, enfin toutes les recherches que j'ai pu faire et tout, on se rend compte qu'au début on part, on se dit: «Ça doit être facile»,
puis on plonge dans les ténèbres de la recherche et tout, on se dit: «Mais c'est pas possible, c'est un et tout il y a tout et son contraire» et puis finalement, quand on avance et on avance et on avance, on se rend compte d'une chose, c'est que ça pointe quasiment toujours dans la même direction. C'est-à-dire que c'est très on trouvera jamais enfin jamais, il faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé d vraiment des méthodes alimentaires, vraiment opposées entre, par exemple, être super en forme physiquement et super en forme mentalement. C'est-à-dire qu'il y a des subtilités, mais globalement, il y a un mode d'alimentation, quoi. Il n'y a pas d'un côté, par exemple, la junk food, ça peut être bien pour, telle chose et puis, la diète méditerranéenne pour autre chose. Non, ça n'existe pas, en fait. On se rend compte que quasiment tout va dans le sens d'éviter la junk food et l'alimentation ultra transformée et c'est en ça, en fait, où quand les gens disent: «Mais on n'a pas tous les mêmes objectifs», mais très souvent la diète est quasiment la même. En tout cas, la nature de la diète. Je dis pas la quantité de calories, la répartition des macros et tout, c'est pas de ça dont je parle, mais la qualité de l'alimentation. Il n'y a pas, en fait, de grosses différences entre tous les objectifs. Que vous ayez envie d'avoir, un cerveau en meilleure santé, un cœur en meilleure santé, des muscles en meilleure santé, c'est enfin, et bon, c'est là, je vous fais gagner du temps en vous disant ça, mais il n'y a pas beaucoup de différences. Après, les différences, elles vont se jouer ailleurs, sur des ratios, sur des timings, sur des quantités, sur enfin bon, bref, voilà. Donc si vous avez envie de vous débarrasser de vos kilos émotionnels, ça fait un peu titre de livre de régime, mais c'est un peu ça, hein, finalement, puisque se débarrasser des kilos émotionnels, il y a 4 étapes. Je l'ai construit en 4 étapes pour justement que ça soit clair et que ça soit, compréhensible parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent le podcast, ils pratiquent pas forcément la muscu ni rien. Ils veulent avoir, aussi du contenu et donc voilà. Donc allez voir, ça se retrouve dans les notes de cet épisode et voilà, je vous dis, à très bientôt, allez voir tout ce dont j'ai parlé. Vous avez toutes les sources de toutes les études, de tous les articles dans les notes du podcast également et bien plus encore. Voilà, très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, voilà, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.